Cher Aubert, vous étiez présent au premier colloque terroir à Shanghai et voici le deuxième où vous êtes présent par cette vidéo. Cette année, ce sera surtout autour du lien entre l'homme et le terroir. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots ce qu'on appelle climat en Bourgogne et comment cette notion de climat peut servir de modèle à toute viticulture de terroir? Un climat, si on peut en donner une définition un peu académique, c'est une parcelle de terre qui a été plantée en vigne, en général depuis au moins le Moyen-Âge, qui a été délimitée par les hommes, qui a un nom depuis également très longtemps, et qui, à partir d'un cépage unique, le pinot noir pour les rouges, et le chardonnay pour les vins blancs, à partir de cépages uniques auxquels on demande d'être l'interprète des caractères du lieu, à travers ce cépage unique, produit un vin qui a un goût, un caractère qui est unique. Et voilà une définition. Mais, en fait, je crois qu'on peut dire aussi qu'un climat, c'est un élément que je qualifierais qui est un monde magique, le monde déjà des vins dans le verre, hein, ces vins qui ont chacun un goût différent, un caractère différent, un nez qui est unique, une bouche qui est à eux. Le monde de ces milliers de vins issus de ces climats. C'est aussi le monde qui est tout aussi magique de la physique, c'est-à-dire des climats eux-mêmes qui font ce puzzle sur la côte qui, en ce moment, se montre dans une beauté extraordinaire, comme si un peintre, toutes les nuits, venait apporter des touches de couleurs supplémentaires. Ça aussi, c'était quelque chose de magique. Et les climats, c'est ça aussi. Et puis, c'est aussi, je pense, la magie des noms. Tous ces climats ont des noms issus de temps, en fait, hein, et avec toutes sortes d'origines, qui peuvent être des origines liées à l'endroit où ils sont, au niveau du sol, au niveau de la roche, qui peuvent être des noms de propriétaires, qui peuvent être des noms de fantaisie. Et il y a 1247 climats le long de la côte, chacun avec un nom. On peut passer des heures à circuler à travers ces noms, à les prendre, les relier. Je pense que les climats, pour un amateur, c'est plus que cette définition technique, disons, que l'UNESCO a inscrit au patrimoine mondial, c'est surtout ce monde magique des vins, des noms, des parcelles. Cette diversité a été remarquée, cultivée depuis, on peut dire, 2000 ans. Et c'est ça qui est extraordinaire en Bourgogne et qui fait de la Bourgogne un endroit aussi unique. Cette volonté de faire un vin qui soit l'expression du lieu est quelque chose qui a été perpétuellement inventé d'abord, défendu, reconnu en Bourgogne depuis les origines. Et évidemment que pour un vigneron, c'est le souci principal et tout son objectif est tourné vers ce but-là. Qu'est-ce que vous auriez à nous rappeler comme message fort autour de cette idée que sans l'homme, eh bien, le climat, le terroir ne serait qu'une espérance. Donc il est important pour respecter cette nature, pour respecter ces climats, d'en prendre soin. Et comment on en prend soin? On peut répéter cette phrase qui a été répétée des millions de fois, mais qui est tellement juste. Il n'y a pas de grand vignoble prédestiné, il n'y a que des entêtements de civilisation. C'est tout à fait dans cet esprit-là, c'est-à-dire que le vigneron bourguignon, toute la viticulture bourguignonne depuis ses origines, a été mise en face de handicap. Le handicap de ce qu'on peut regarder comme ce qu'on regarderait. La climatologie, nous sommes à la limite nord de maturité du pinot. Je
parle pas de la Champagne parce que en Champagne, on n'a pas besoin de la même maturité, vu le type de vin qu'on fait. Mais ici, nous sommes vraiment à la limite. Et cette maturité du Pinot Noir, qui a peut-être bénéficié dernièrement du réchauffement climatique, elle est un handicap. Il y a le handicap aussi, ce qu'on pourrait regarder comme un handicap, c'est la diversité de ces terroirs. Ce qu'on fait sur un terroir n'est pas forcément bon sur un autre, et il y a une finesse de travail qui est très importante pour le vigneron. Voilà, il y a des handicaps. Ce que le vigneron a comme devoir, c'est de faire de ces handicaps des atouts, et de faire qu'à partir de ce que lui donne la nature, il arrive à sortir un grand vin. Et ça, pour ce faire, il doit être extrêmement respectueux du sol. Le sol, c'est là où est le talent du vin qu'il va faire. Ce n'est pas dans sa cuverie qu'il arrivera à trouver une qualité qui n'existerait pas dans le terroir. C'est vraiment à partir du terroir c'est dans le terroir qu'est ce talent. Donc il faut qu'il y ait un grand respect, ce qui oblige à des pratiques au niveau du sol qui sont respectueuses, comme la biologie et la biodynamie, mais ce sont des pratiques qui permettent quand même d'arriver à des finesses de maturité et à des finesses d'expression de terroir assez supérieures à toute autre méthode. Il y a un point capital aussi, c'est celui du matériel végétal, où on peut avoir le plus grand terroir de Bourgogne. Donc il est essentiel de travailler, si on veut faire des très grands vins, avec un matériel végétal. Enfin, c'est un des points les plus importants de notre travail de vigneron. Tout à fait. Exigence du lieu, c'est-à-dire que le lieu est fragile, mais quand on le respecte, il n'est pas ingrat, ce lieu. Et quand on a trouvé le bon cépage pour le faire vivre, eh bien, ce lieu restitue au centuple dans le verre. Mais à condition qu'on l'ait respecté, à condition qu'on l'ait compris. Et là, on retrouve l'importance de l'homme, donc trouver le cépage le plus adapté au lieu et ses forces d'en pérenniser le génie. Et du coup, on peut dire qu'en Bourgogne, et d'une manière générale, dans toute philosophie de terroir, tradition et modernité ne s'opposent pas. Bien sûr, non. Je reviens en arrière une seconde sur ce que vous avez dit. Le lieu ouvre la porte autant à la médiocrité qu'à l'excellence. Tout à fait. Il ne faut pas penser que le lieu ouvre automatiquement la porte à l'excellence. Il ouvre beaucoup plus facilement la porte à la médiocrité parce que c'est beaucoup plus facile. Et je le répète, vu les contraintes, c'est-à-dire les contraintes climatologiques, les contraintes de la diversité, les contraintes toutes ces contraintes liées aussi au matériel végétal, on peut très bien être amené à faire des vins qui ne sont pas au niveau auquel ils devraient être. Le vin de terroir, on peut dire que c'est le mariage réussi entre la nature et l'homme, entre l'homme et la nature. Mais comme dans tout mariage, jamais de soi. D'où l'importance, on l'a souvent évoqué, Aubert, de se rappeler que la nature existait avant que l'homme ne s'y inscrive. Et aujourd'hui, il est vraisemblablement important de se rappeler que la nature sera toujours aura toujours un temps d'avance sur l'homme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop la contraindre. Je pense que c'est ça la philosophie vigneronne que vous défendez. C'est-à-dire que certes, sans la nature, il n'y a pas de terroir. Tout à fait, c'est très bien résumé. Et toutes les pratiques vont dans ce sens. Là, il est évident qu'un sol, dans une vigne comme celle-ci, à côté de la Romanée Saint-Vivant par exemple, à côté de nous, si on a un sol qui est exagérément contraint, c'est-à-dire où on apporte des fumures exagérées, si on le compacte exagérément, si on demande
à la vigne de produire ce qu'elle ne peut pas produire, il est évident que le mariage sera raté et qu'on aura fait ce qui est complètement contraire à l'esprit de la Bourgogne. On aura peut-être fait un vin correct, un bon vin, mais on n'aura pas fait ce qui est la mission des climats bourguignons, faire un grand vin. Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative pour les climats bourguignons que l'idée de faire de grands vins. Et ça, je ne parle pas uniquement pour des grands crus ou des premiers crus, mais aussi, de même pour les villages ou les Bourgognes. Et c'est la même philosophie qui doit régir le travail du vigneron. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce classement des climats des vignobles de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour lequel vous avez tant œuvré pendant une bonne dizaine d'années, est-ce qu'on peut dire que ça va aider à ce que se perpétue cette philosophie du terroir un peu partout dans le monde ? Moi, je le crois très, très fort. Hein. En Bourgogne, je pense que l'inscription au patrimoine mondial est quelque chose qui est en train de faire son chemin à pas mal de niveaux. Prise de conscience de beaucoup de jeunes vignerons qui sont de plus en plus fiers de ce qu'ils font. Au niveau également de la sauvegarde de la culture qui est autour des climats, du petit patrimoine notamment. Il y a vraiment une prise de conscience là-dessus. Et puis, comme vous le disiez, cette position de modèle que les climats ont depuis déjà longtemps pour des vignerons de Californie, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Alsace, etc. Cette position de modèle, elle s'affirme de plus en plus et on voit ces vignerons venir en Bourgogne pour boire à la source de leur ambition. Ils reprennent ici leur ambition. On avait ces derniers jours des vignerons de Nouvelle-Zélande, Central Otago, qui se sont vraiment spécialisés dans le pinot noir parce qu'ils ont repéré que leur sol convienne à ce cépage. Et ces vignerons de Nouvelle-Zélande sont comme des frères pour nous. Ils ont cette idée du terroir, du climat qui est profondément ancrée. Hein. Je pense que vous l'avez constaté. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et je pense que l'inscription des climats au patrimoine mondial a également fermé la bouche pour toujours, a fait taire pour toujours les négationnistes du terroir. Il n'y a encore pas si longtemps, et ça arrive encore un petit peu, mais presque plus, il y avait des gens qui s'exprimaient dans des livres parfois, pour dire le terroir n'existe pas, il n'y a que l'homme. C'est l'homme qui fait... Et je pense qu'on a démontré, nous, la Bourgogne le démontre depuis des siècles, mais disons que là, je pense qu'on l'a démontré de manière très forte que le terroir existe et que c'est peut-être la plus grande forme, la plus haute forme de viticulture. Et là, on retrouve la civilisation dans ce qu'elle a de plus extraordinaire, c'est qu'avec le vin de terroir, on réinterroge le lien entre l'homme et la nature, la nécessité de s'interroger en permanence sur ce lien à la fois subtil et fragile, et on peut considérer qu'en réaffirmant la civilisation du vin de terroir, on contribue à ce que l'homme n'oublie pas que la nature est fragile, que lui est fragile, mais que quand on mêle ces deux fragilités, on fait de véritables œuvres. Oui, exactement. Et je pense que c'est ce qui fascine les amateurs qui voient dans ces vins de climat, quand ils correspondent à ce qu'ils doivent être, bien sûr, qui voient cette expression de la nature et de l'homme ensemble et qui sont et qu'on ne peut pas mesurer. C'est-à-dire qu'avec des tas de choses qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas quantifier, qui sont une expression de la nature, mais une nature civilisée par la main de l'homme. Et ce qui, évidemment, donne à l'homme une très grosse responsabilité.
Pour conclure, on peut dire que le vin de terroir nous permet de croire en la civilisation et on va continuer dans cette voie-là et partout dans le monde, il peut exister des terroirs et partout dans le monde, on peut célébrer ce type de vin. Bien sûr, et je vois bien par les sollicitations qu'on peut avoir, dont mon ami Jackie est parfois l'interprète, et tout, que cette civilisation des climats intéresse, passionne, questionne, etc. C'est une grande question et un grand rêve. Je pense que dans cette idée c'est pour ça que, là encore, cette fascination pour les amateurs, c'est que je pense qu'il y a une grande part de rêve là-dedans. C'est que dans cette civilisation des terroirs qui s'est créée et maintenue pendant des siècles, malgré tout ce qui a pu arriver comme épreuve, il y a une sorte, et c'est l'expression d'un très grand et vieux rêve d'homme, en fait. Hein. Je pense qu'on peut vraiment le regarder comme ça. Il faut dire que l'abbaye de Saint-Vivant, c'était un tas de pierres. Ça l'est encore un peu, mais ce n'est pas, en tant qu'édifice, quelque chose qui méritait une attention énorme. Mais c'est le lieu où vivaient les moines qui, avant même les cisterciens, puisque c'était les bénédictins, ont commencé cette grande philosophie du climat en plantant le pinot noir en bloc et en délimitant là où nous sommes. La Romanée Saint-Vivant est un lieu qui a été délimité par les moines, et la cave qui est juste à côté est une cave où ces moines faisaient le vin qu'on appelle aujourd'hui Romanée Saint-Vivant, et également Romanée Conti, qui à leur époque s'appelait le Cros des Clous, et qui était vinifié dans cette cave, certainement dans la même superficie qu'aujourd'hui, puisque quand elle a été vendue à la famille Cronenbourg, qu'il a eue pendant plusieurs siècles, il avait exactement la même superficie, sous conseil par une carte que de cette époque. Donc on peut dire que c'est vrai que beaucoup de choses de ce qui est notre civilisation d'aujourd'hui sont parties de ce monastère de Saint-Vivant. Et donc on peut penser que le paysage bourguignon va bénéficier de également de tout ce travail initié par les climats. Ouais, écoutez, oui, c'est ça qui est formidable, c'est que en fait, c'est une démonstration que la culture des climats, on n'en est pas propriétaire. C'est un patrimoine mondial, comme le veut l'UNESCO. C'est un patrimoine mondial qui est à partager. Grand merci, cher Robert.